Pardonnez-moi de ne pas pouvoir utiliser de petits coussins dans les prochains jours. Voyez-vous, c'est parce qu'on a décidé de fermer boutique, de couper la valve, de se désabonner de VRAC TV. Ouais, ça n'a pas bien vieilli, cette joke-là. Mais bref, notre descendance sera maintenant assurée par le meilleur tag team féminin de l'histoire. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que le docteur, après l'opération, il a dit « C'est la meilleure vasectomie de la journée. » Et oui, Benny is Money, champion prestige, pas juste dans la lutte, mais dans tout. Bienvenue à la révision des comptes. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay. C'est la révision des comptes, ay. Liberté, fraternité, paternité. Comment ça va tout le monde? Benny is Money avec vous pour évaluer les segments, les bons segments qu'on met dans la colonne des actifs, les segments ordinaires qu'on met dans la colonne des passifs, vos awards, mes awards, et tout ça nous donne la révision des comptes de SmackDown Live du 22 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Merci beaucoup pour tout le feedback, toute la rétroaction que vous nous donnez sur le salon de la révision des comptes sur l'application Discord. Si vous n'êtes pas familier avec l'application Discord, simplement la télécharger, installez-la sur votre cellulaire, votre tablette, votre ordinateur et envoyez un petit message à C'est juste de la lutte sur Facebook. On va vous envoyer le lien pour le salon C'est juste de la lutte sur Discord. Après, c'est très facile, vous allez voir. Et si vous avez regardé les émissions comme SmackDown ou Raw, vous pouvez nous donner vos awards, vos commentaires. Et j'apprécie beaucoup que vous le fassiez et que vous me permettiez d'améliorer cette émission, de nous améliorer, de m'améliorer, de faire en sorte de vous donner un meilleur produit qui est toujours en constante évolution. Alors, merci beaucoup. Et vous faites augmenter aussi le vortex de C'est juste de la lutte. Plein de contenu, plein de choses. La semaine prochaine, il y aura le Watch Along pour le Royal Rumble. Toujours intéressant. Un des meilleurs pay-per-view de l'année. Et ben, il y a le Discord, il y a le Facebook, il y a le Patreon que vous pouvez, si vous voulez faire partie de l'élite, 5$ par mois. Tout ça. Et il y a aussi la boutique Etsy de C'est juste de la lutte où il y a les nouveaux crewnecks qui sont maintenant disponibles, la première batch a été acheminée cette semaine. Donc, si vous aviez commandé un crewneck, c'est dans la poste. Alors, soyez aux aguets. C'est le moment, il fait fret. Alors, un beau crewneck, pourquoi pas. C'est le moment, il y a eu beaucoup de choses à discuter dans ce SmackDown. Et oui, c'est Roman Reigns qui fait son entrée dans le ring, accompagné seulement de Paul Heyman cette semaine. Pas de Jey Uso. On apprendra un peu plus tard qu'il n'y aura pas de Kevin Owens non plus, parce que Roman aura tiré certaines ficelles pour empêcher KO d'être dans le Thunderdome cette semaine. Et pas de caméra 4K non plus. Alors, Roman, caméra ordinaire. Roman fait son entrée dans le ring, nous dit que ceux qui pensaient que la semaine dernière, il s'était fait arnaquer par la superbe tactique d'Adam Pearce de feindre la blessure et d'utiliser la card subject to change, eh bien, c'était des excuses de loser, une mentalité de loser, de se plaindre aussi de blessures, alors que Roman, lui, nous dit qu'il a mal partout, que c'est ses épaules, son cou, ses chevilles même. Il a mal partout, il ne se plaint jamais. Il a même fallu une pandémie mondiale pour que Roman soit à l'écart des rings de la WWE. Il dit même qu'il a mal au dos à force de charrier
la compagnie depuis toutes ces années. Finalement, Adam Pearce en a assez, fait son entrée dans le ring, trouve que la promo de Roman tourne en rond, mais Roman continue en le traitant de loser, disant qu'il donne encore une fois une chance à KO d'être dans le main event parce qu'il est sa bitch. Paul Heyman trouve ça très drôle. Alors Adam Pearce est prêt à accepter l'intimidation de Roman, mais pas celle de Paul Heyman. Alors Roman trouve que c'est irrespectueux. Et il dit à Paul, ouais, si Adam te manque de respect, ça veut dire qu'il me manque de respect et qu'il manque de respect à toute la famille. Alors Paul décide de prendre les choses en main. Il dit qu'il connaît la famille depuis tellement longtemps. Il est prêt aussi à se tenir debout. Et il offre à Adam Pearce de l'affronter dans le main event de SmackDown ce soir. Et Adam Pearce accepte. Et Roman ensuite lui dit, « À soir, tu vas manger une volée, peu importe ce qui va arriver. » Alors voilà, drôle de dénouement, disons. Un bon segment, une intro, on est rendu quand même assez habitué. Depuis septembre, tous les épisodes de SmackDown commencent avec une intro de Roman Reigns. Alors on commence à être habitué. Mais drôle de dénouement parce que Adam Pearce avait refusé la semaine dernière de se battre dans le Last Man Standing. Disons ça comme ça. Et cette semaine, il est prêt à affronter Paul Heyman. Je comprends que c'est pas le même adversaire. Mais il y a comme une logique là-dedans qui fait mal paraître Adam Pearce. Parce que là, c'est comme très évident que sa blessure, c'était un peu de la bullshit. Hein? Alors, je sais pas trop. Je peux pas nécessairement... Je ne peux pas être nécessairement d'accord avec cette logique. Alors, malheureusement pour Roman, je vais encore une fois mettre, même si c'est un bon segment, quand même, je vais mettre ce segment dans les passifs. Mais là, tout à coup, avant que SmackDown se poursuive ou se continue, Sami Zayn est avec ses documentaristes et il décide de se menotter à la barricade qui est tout près de la rampe qui mène au ring. Il a des pancartes à la main. C'est en signe de protestation contre toute l'injustice qu'il subit. Sami nous dit qu'il entrera, lui aussi, dans le Royal Rumble. Alors, salut à Drew Gulak et à Ricochet. Il nous dit que son match contre Apollo la semaine dernière, il a été, encore une fois, il a subi l'injustice. Lui qui, oui, malheureusement, avait par accident retenu les culottes d'Apollo. Mais il a subi le même sort, alors c'est complètement de l'injustice. Mais il est interrompu par la musique d'Asuka. Premier match de la soirée, Charlotte Flair et Asuka, les championnes par équipe qui affrontent Liv Morgan et Ruby Riott. Oui, on va en parler de leur présence de Charlotte et Asuka. Alors, match qui débute. Bon, c'est une dynamique avec deux équipes babyface. Donc, drôle de dynamique. Au départ, c'est Charlotte et Asuka qui jouent un peu le rôle de heel. Un peu plus tard, ça va un peu changer alors que c'est Charlotte qui va être isolée dans le coin du Riot Squad. Il y a eu une première distraction de Billie Kay qui est avec le Riot Squad. Elle distrait un peu Charlotte. Ça permet à Liv Morgan de faire un dropkick suivi d'un crossbody pour un compte de 2. Par la suite, Ruby va prendre le relais. Il y aura une autre distraction. Mais cette fois, Ruby contre Asuka va réussir. En fait, c'est Asuka qui va tenter un roll-up, mais Ruby va renverser le roll-up. Mais là, Billie Kay causait une distraction pour empêcher Asuka de faire le roll-up. Alors là, l'arbitre ne peut pas compter. Mais Ruby donc n'a pas la victoire. Finalement, c'est Asuka qui applique son Code Breaker, suivi du Natural Selection de Charlotte pour la victoire. Bon match avec un bon rythme dans l'ensemble, avec une belle prestation d'à peu près tout le monde. Donc là-dessus, je n'ai pas grand-chose à dire, autre que donner une belle note de 3,25$ sur 5. Mais au niveau du booking, bon, on a terminé Raw cette semaine avec la victoire d'Alexa Bliss sur Asuka.
qui était quand même une victoire un peu surprenante dans un contexte un peu surprenant. Et là, on voit que les deux émissions sont complètement dans des vases clos, où rien de tout ça n'a été mentionné. Euh, Asuka fait comme si de rien n'était, tout est normal. Charlotte qui affronte cette semaine Peyton Royce, et ensuite, dans la même semaine, elle affronte l'équipe de Billie Kay. Tout ça est normal, il y a pas... Il y a comme quelque chose... Il y a un petit élément là, qui manquait dans l'histoire. Et là, de faire perdre la seule équipe légitime à SmackDown dans un match où les ceintures n'étaient pas en jeu, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Parce que là, je comprends que ça faisait un petit peu différent des matchs qu'on était habitués entre une membre du Riot Squad et Natalia ou Tamina. Natalia et Tamina qui regardaient le match en coulisses. Et je sais pas. Ouais, pour ça, c'est un petit peu un drôle de booking. Ça faisait... on va les utiliser. Je sais pas trop. Ça a permis... ou en fait, ça a donné lieu à... Malheureusement pour Billie Kay, qui après le match parlait avec les Riot Squad en coulisses, puis leur disait je m'excuse, mais je suis allé voir Sonya Deville, puis je vous ai trouvé des places pour le Royal Rumble, alors vous ferez partie du Royal Rumble, puis je vais vous aider à vous entraîner. Mais Ruby lui a dit je pense qu'on était meilleurs sans toi. Fait que excuse-nous, mais bye bye. Et elles sont parties. Alors pauvre Billie Kay, qui ne semble plus faire partie du Riot Squad. Je sais pas. Mais j'ai pas aimé. C'est un bon match, mais j'ai pas aimé le booking. Alors, malheureusement, je vais leur donner un passif. Parlant de dynamique un petit peu bizarre, le professeur Daniel Bryan entre dans le ring pour faire une promo et il nous explique le Royal Rumble, le match, tout ce que ça représente, comment il faut gagner, qu'est-ce que ça représente de gagner, le fait qu'il va affronter ou que le gagnant va affronter le champion à WrestleMania, tout ça. Et il est très excité. Ça lui fait lever le poil sur les bras. Même s'il n'a jamais gagné le Royal Rumble. Alors, Cesaro intervient pour lui dire que, professeur Daniel Bryan qui nous explique tout ça, c'est bien beau, mais Cesaro aurait fait un meilleur travail et dans 5 langues. Ce n'est pas vrai, Sami? Hein? Et Sami lui dit, ouais, mais Cesaro... on n'a rien à foutre de Sami. Alors, Cesaro entre dans le ring et là, Daniel Bryan lui dit tu veux qu'on règle ça? On va régler ça. On va se battre maintenant. Mais là, Cesaro lui dit hey, là, je suis tanné de faire la même chose de semaine en semaine. Alors, pauvre Cesaro, qui est pris à la WWE à faire la même chose semaine après semaine. Mais Cesaro, cette fois-ci, a une solution, c'est-à-dire de faire un Open Challenge à quiconque s'est déclaré dans le Royal Rumble pour montrer sa valeur. Et voilà. Alors, on se demande qui va affronter Cesaro. Et c'est Dolph Ziggler qui décide de répondre au défi de Cesaro, lui disant qu'il est le 2e lutteur avec le plus de présence dans les Royal Rumble de l'histoire. On va confirmer un peu plus tard que c'est 14. Il est 2e derrière Kane, qui a plus de présence que lui au Royal Rumble. Alors bravo Dolph, 14 présences au Royal Rumble, c'est pas rien. Ça ne représente absolument rien, mais c'est pas rien. Alors, ça va mener à un match entre Cesaro et Dolph. Un match rapide, mais où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de tentatives de tomber. Chacun va tenter son finisher, c'est renversé. Finalement, Dolph va réussir à appliquer son zigzag sur Cesaro. Mais là, après, pour tenter de revenir avec le Famouser, Cesaro va saisir ou attraper Dolph au vol et le placer pour le Neutralizer et donner la victoire à Cesaro. Alors, bon match rapide, rien de spectaculaire, mais c'était efficace. Une autre belle victoire de Cesaro qui a une drôle de dynamique parce que pour un heel, Cesaro est en train de rejoindre Nakamura tranquillement, peut-être, vers un babyface turn.
Mais c'est pas clair. C'est vraiment une drôle de dynamique quand un heel déclare un Open Challenge et que c'est un autre heel qui vient. Et par le fait même, le champion par équipe. Mais tout seul. C'était très particulier. Mais c'est un bon match, puis c'est une autre façon de mettre Cesaro over. Et là, ça me fait penser que oui, Cesaro a fait quelque chose d'assez spectaculaire. Il a saisi Dolph durant le match et lui a fait l'hélicoptère pour 16 rotations. 16 rotations. Alors, chapeau à Cesaro. Et pour l'hélicoptère, je leur donne un actif. Place maintenant au match commandité par le Cirque du Soleil, c'est-à-dire Sasha 4K Banks, oui, qui a eu le traitement 4K, contre Reginald, le sommelier de Carmella. Et oui. Alors, match intergender, où, bon, d'abord le sommelier, on a appris que le sommelier parlait vraiment français et qu'il avait un petit cadeau pour Sasha avant le match. Il avait dissimulé une rose dans son veston, alors il lui offre une rose. Ensuite, il lui demande un petit bisou. Mais Sasha le gifle en pleine face. Et comme il y a cette règle à la WWE où une femme peut frapper un homme, mais un homme ne peut pas vraiment frapper une femme. Alors, pas facile de faire un match dans ces conditions, mais Reginald s'en sort quand même plutôt bien, en esquivant tous les moves de Sasha avec des pirouettes fantastiques, plein de manœuvres. Il se tasse même à un moment donné pour éviter le double knees dans le coin. Alors, ça nous mène finalement à Sasha qui réussit à faire un Météora contre Reginald en bas du ring. Elle va ensuite aller d'en face de Carmella pour lui pitcher ou en fait expulser son verre, le verre de champagne qu'elle avait à la main. Heureusement, Carmella en avait un deuxième. Par la suite, ils vont remonter dans le ring. Encore quelques pirouettes, mais finalement, tout ça va se terminer dans un bank statement où le pauvre Reginald va abandonner. Alors, victoire de Sasha Banks. C'est difficile de noter ce match-là parce que c'est pas vraiment un match. On a senti tout le travail qu'ils ont fait pour éviter que Reginald ne donne aucune offensive, mais soit quand même capable de se défendre et donne l'impression que c'est un match qui a lieu. Alors pour ça, je vais leur donner 3,25, eux aussi, parce que c'était quand même divertissant de voir toutes les pirouettes du sommelier. Maintenant, est-ce que c'était un bon booking? Ouais, c'était correct. Mettons que ça retarde les choses et qu'on n'avait pas besoin de toute façon d'avoir vraiment plus que ça pour justifier le combat qui aura lieu au Royal Rumble entre Carmella et Sasha Banks. Je vais être généreux, je vais leur donner, pour tout le beau travail, un actif. Et dépêchez-vous parce que c'est le moment du match intercontinental. Et là, il y a Apollo et contre Biggie. Et Biggie s'obstine un peu avec Sami avant le match, mais ça va très vite. Et Apollo est déjà dans le ring parce que là, il faut aller très vite. Et là, le match commence et là, tout de suite, il y a un belly-to-belly suplex. Et là, Biggie s'en va sur le tablier et il fait son big splash. Ensuite, Apollo revient avec des coups de pied, grosse botte dans la face. Et là, Apollo passe proche, mais compte de deux. Et là, ensuite, Apollo revient. Et là, on s'en va à l'extérieur. Moonsault d'Apollo sur Biggie. Et là, on revient dans le ring. Apollo monte sur la troisième corde. Biggie s'en vient pour le frapper. Et là, il y a un contact. Finalement, Biggie est repoussé au sol. Apollo monte sur la troisième corde et il fait un dropkick. Mais là, tout à coup, Sami, qui était menotté, vous vous souvenez, décide d'enlever ses menottes. Et là, il se garoche dans le ring et il fait un hell of a kick à Apollo. Et ensuite, il revient et puis il fait un hell of a kick à Biggie. Et voilà. Ben oui, pourquoi il fallait qu'on se garoche comme ça? Ça, c'était le match intercontinental. Le match très important pour la ceinture intercontinentale, je le répète. Aucune présentation, tout était garoché, pas d'entrée des lutteurs, pas de caméra 4K. C'est un match pour le titre, là. Et c'est comme ça qu'on décide de présenter cette ceinture prestigieuse.
j'ai pas aimé ça du tout. Pas aimé ça du tout. Qu'on enlève tout le prestige et que finalement ce match-là est un match garoché, un match plate. Tu sais, tout ça, Sami qui était attaché depuis le début de SmackDown. C'est dommage parce que tous les gens qui ont un peu interagi avec lui l'ont tout traité comme s'il était vraiment de la merde. C'était bizarre. Même que ce soit les babyface ou les heels, tout le monde était comme contre Sami. C'était poche comme dynamique. Puis ça a fini juste pour ça, juste pour qu'il aille entrer dans le ring puis justifier une disqualification. Apollo qui avait parlé avec Roman Reigns la semaine dernière. Tout ça, ça ne voulait plus rien dire cette semaine. Et quel est le statut d'Apollo? On ne sait pas trop. J'imagine que tout ça met en place un autre three-way quelque part, à un moment donné. Est-ce que ça va être la semaine prochaine? Est-ce que ça va être au Royal Rumble? Est-ce que tout ça va mener à quelque chose? Je sais pas, mais j'ai trouvé ça très décevant qu'on se garoche pour booker ce match à la va-vite. Alors je leur donne un passif. C'est à ce moment qu'on apprend que Roman Reigns avait tiré des ficelles pour empêcher Kevin Owens d'être dans le Thunderdome aujourd'hui. Kevin est dans son auto. Un peu dans le même setup, si vous avez regardé son entrevue cette semaine à La Poche Bleue, le podcast avec Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Il y avait le même setup, il était comme dans son char, mais cette fois, il y avait une lumière qui fonctionnait bien. Alors, KO nous a fait une magnifique promo pour nous expliquer que même si Roman le traitait de coquerelle et lui demandait de ne plus se battre, KO avait sur ses jointures les initiales de ses deux grands-pères qu'il a connus pendant de nombreuses années, qui sont malheureusement décédés avant qu'il entre dans la WWE et qui se sont battus, qui ont combattu des maladies et qui ont probablement vécu plus longtemps qu'ils n'auraient dû, puisqu'ils ont combattu ces maladies. Alors, tout ça est une inspiration pour Kevin Owens, et c'est ce qui fait en sorte qu'il va toujours se battre et vouloir encore se battre. Je ne veux pas faire une mauvaise langue, mais cette promo était sentie et ressemblait beaucoup à une promo à la All Elite, à la AEW. On a senti tout le bagage, tout ce qui faisait en sorte que KO était KO. Du bonbon. 3 minutes de bonbon, on l'aurait pris pendant 3 heures, comparativement à tout ce qui s'est passé à Raw cette semaine. Alors, c'est rare que je donne des notes pour les promos, mais pour celle-là particulièrement, un gros actif pour Kevin Owens. Il y a rapidement Street Profit qui tente de soudoyer. C'est peut-être un gros mot, mais disons d'être gentil avec Sonia Deville. Il lui apporte un gros panier de fruits et de plein de virtuailles. Pour demander poliment leur rematch pour les titres par équipe. Mais Sonia leur dit que Montez devrait plutôt guérir sa blessure, que si elle décide de les envoyer simplement dans le ring et que Montez se blesse, ça pourrait faire mal paraître et nuire à SmackDown. Alors, elle leur dit plutôt que c'est peut-être le moment pour une autre équipe d'avoir sa chance au titre et que lorsqu'ils seront guéris, ils pourront revenir à l'avant-scène. Ce qui ne fait pas tellement l'affaire de Street Profits, disons ça comme ça. Mais si on s'est dépêché autant pour le match pour le titre intercontinental, c'est parce qu'il fallait faire tout un setup pour cet affrontement entre Bianca Belair et Bayley dans une course à obstacles spéciale. Mais en fait, c'était tout autour du ring. Alors, c'était pas un segment enregistré d'avance, comme je l'avais anticipé. Alors, c'est pour ça que ça prenait un certain temps pour tout faire, le setup autour du ring. Alors, d'abord, il y avait un gros pneu de 400 livres, selon Corey Graves, au haut de la rampe. Mais bon, on s'entend que...
Ensuite, il y avait une série de petites haies. Ensuite, quelques murs militaires. Et il y avait Chad Gable qui était situé à l'autre coin du ring. En bas, tout se passait en fait autour du ring. Et le défi, c'était de soulever Chad sur ses épaules et de le transporter en fireman carry pendant quelques mètres. Et ensuite de ça, il y avait un panier de basketball et il fallait, en fait, pour terminer la course, il fallait entrer le ballon de basketball dans le panier et c'est ce qui mettait fin au chrono. Alors, c'est Bayley qui s'exécute en premier, pardon. Elle a un petit peu de difficulté avec le pneu qui rebondit épouvantable. Ensuite, elle fait les haies. Là, elle hésite un peu devant les murs militaires, décide de les contourner au lieu de passer par-dessus. Elle prend difficilement Chad Gable sur ses épaules, réussit, s'effondre à la fin, prend le ballon et finalement, après 2 tentatives, réussit le lay-up pour un chrono de 1 minute 12. Et là, ben, elle défie Bianca de faire mieux, mais elle change certains items du parcours, c'est-à-dire les haies, qui sont maintenant des grandes haies, comme dans les 100 mètres haies, ou des choses comme ça. Alors, bien, Bianca s'exécute, flippe le pneu, ensuite réussit les haies sans aucun problème, passe par-dessus les murs militaires sans aucun problème. Mais là, arrivé à Chad Gable, Chad lui dit « Oh, non, ce n'est pas à moi que tu dois soulever. » Mais là, Otis sort d'en dessous du ring. Et là, Otis, ben, c'est le défi de Bianca. Alors, Bianca soulève Otis sur ses épaules en fireman carry et n'a aucune difficulté à se rendre jusqu'au bout. Prend le ballon et elle feinte Bayley qui lui fonce dessus. Bayley passe dans le vide et Bianca s'en va dunker le ballon pour battre le chrono de Bayley par un bon 17 secondes. Alors, on la déclare gagnante et ben, Bayley prend le ballon de basketball et le lance directement dans les côtes de Bianca Belair avant de lui asséner quelques coups et de la lancer dans le poteau du panier de basketball. J'ai pas été tellement diverti par le segment, malheureusement. Je sais pas si c'est parce que c'était trop prévisible, que le punch... Il n'y avait pas de grand punch-out à la fin. Bayley qui perd puis qui est fâché d'avoir perdu. C'était faible un peu. Et tout ce setup, puis tout ce temps passé, moi, ça m'a pas... j'ai pas été un grand fan de ce segment. Alors malheureusement, je vais leur donner un autre passif. Match suivant. Le pauvre petit Dominique Mysterio, qui est en coulisses d'abord avec son papa. Et son papa lui dit ben là, tu sais, je vais te laisser te faire à ta manière. Car on se souviendra que la semaine dernière, Ray lui avait dit qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider pour battre King Corbin. Mais cette semaine, non, tout ça a été encore une fois oublié. Et ben, papa a dit bon, tu vas y aller à ta manière, mais si ça ne marche pas, ben, on va y aller à ma manière la semaine prochaine. Alors, pauvre Dominique qui partait convaincu qu'il avait la bonne manière pour battre King Corbin. Alors, Dominique contre King Corbin, et c'est ça, Dominique avait l'air très petit. Même en 4K, Dominique avait l'air d'un parfait jeune garçon. Et à côté de King Corbin, lui qui pourtant avait l'air relativement grand et costaud à côté de Seth Rollins, ou du moins similaire. Il avait l'air un peu jeune, mais pas tant que ça. Mais à côté de King Corbin, Dominique Mysterio avait l'air de Marco Stunt. Alors, ben, naturellement, l'agilité de Dominique n'aura pas eu raison du roi. Les deux ont réussi à esquiver leur manœuvre, alors que King Corbin a tenté son End of Days, que Dominique a renversé, l'a envoyé dans les cordes, a tenté un 619. Ça a été bloqué par King Corbin. Et King Corbin a saisi Dominique pour lui appliquer finalement le End of Days pour la victoire. Match relativement court, mais qui était simplement pour montrer que King Corbin était tellement dominant.
J'ai donc donné la note de 3 $ sur 5 à ce match. Et maintenant la question, car King Corbin était tout seul encore une fois. Où sont passés les chevaliers de King Corbin? Je ne sais pas. Ont-ils disparu? Ont-ils attrapé quelque chose? Je ne sais pas. C'est bizarre, ça fait quand même 3 semaines qu'on ne voit pas les chevaliers. Et puis, depuis 3 semaines, on voit Jackson Riker. C'est plate, hein? Des fois, je sais pas. En tout cas, on verra. Mais c'était correct, j'imagine. Hein? Alors, je vais leur donner actif. Parce que ça me tente. Et tout ça nous mène à la grande finale de SmackDown. L'affrontement tant attendu entre Paul Heyman et Adam Pearce. Paul qui s'est fait un peu parler par Roman. Roman qui lui a dit, tu sais Paul, je t'avais demandé de détruire verbalement Adam. Pas nécessairement de le défier. Mais maintenant que tu l'as défié, arrange-toi et sois un homme. Alors tu vas aller l'affronter. Et là, Paul pensait, lui, que c'était juste une ruse pour que tout ça fonctionne en leur faveur, puis que Adam... mais là, non. Roman nous donne l'impression qu'il va quitter. Alors, Paul Heyman arrive, alors que Adam Pearce est déjà dans le ring. Et là, Paul arrive, mais encore en complet cravate. Et là, il se met du tape dans les mains. Et il vient pour monter les marches. Mais quel clown que ce Paul Heyman. Il s'enfarge et il se blesse. Alors là, l'arbitre vient le voir. Et puis là, Paul lui dit, tu sais quoi? Card subject to change. Et nous entendons la musique de Roman. Et c'est Roman qui fait son entrée dans le ring pour affronter Adam Pearce. Alors, la cloche n'a même pas le temps de sonner que Roman s'élance et sacre un Superman Punch à Adam Pearce, qui roule en bas du ring. Ensuite, Adam tente de combattre Roman et donne un coup de poing. Mais Roman finalement le plante, le passe par-dessus la barricade, l'envoie dans les écrans LED. Il le soulève ensuite pour le monter. Faire un peu comme qu'est-ce qu'il a fait avec Kevin Owens. Mais là, arrive un homme avec un hoodie noir. Et c'est Kevin Owens qui vient sauver Adam Pearce. Il attaque Roman, le ramène jusque dans le ring et il bloque un Superman Punch avec un Super Kick et un Stunner. Ensuite, il amène Roman à l'extérieur du ring. Là, il y a plein d'officiels qui arrivent, tout comme Pat Buck. Mais on sait, depuis l'altercation avec Drew McIntyre et Sheamus, que Pat Buck n'a aucune autorité. Donc, KO continue, sert un autre stunner à Roman Reigns, avant ensuite de lui faire un pop-up powerbomb et de le passer au travers de la table des commentateurs. Et Michael Cole, là-dessus, ne peut s'empêcher d'utiliser un petit cousin. Oh, pauvre Michael, il a perdu la voix quasiment. Là, ensuite, Kevin prend les marches et il veut frapper Roman avec les marches, mais là, les officiels l'empêchent. Et il dit à Roman qu'il est très chanceux, mais que les officiels ne seront pas là au Royal Rumble. Alors, bonne finale, bon segment final pour donner ce petit moment pour Kevin de se venger et de prendre sa revanche sur tout ce qui lui est arrivé dans les dernières semaines. Ça soulève encore une fois la question de où était Jey Uso durant cet épisode. J'espère que tout va bien pour lui. C'est un peu particulier, mais bon, les circonstances. Alors, c'était correct. Le booking du match, ça c'était un peu niaiseux parce que dans le fond, est-ce que Roman Reigns avait vraiment besoin de leurrer Adam Pearce de cette manière? Peut-être. Mais comme je disais au début, c'est un peu niaiseux que Adam Pearce ne veuille pas affronter Roman Reigns à cause de sa blessure. Mais tout va bien pour affronter Paul Heyman. Tout ça est un petit peu bizarre. C'était simplement pour nous amener vers KO. On va dire que tout a été correct. Que dans le fond, hein? On va pas gâcher notre plaisir de voir KO
avoir le dessus sur Roman. Donc, à tout ce segment, je vais donner un actif. Alors, c'était pas nécessairement le meilleur SmackDown, c'était pas non plus le pire SmackDown. Et surtout quand on le compare à Raw, est-ce qu'on peut vraiment se plaindre de SmackDown? Non, pas vraiment. C'est dommage, la seule chose, c'est que SmackDown a seulement 2 heures et on essaie tellement de faire beaucoup de segments que tout a l'air un petit peu garoché très vite. Alors, on pourrait prendre SmackDown et le transférer à Raw pour nous donner plus de temps, pour qu'on puisse plus apprécier ce qui se passe à SmackDown. Et je suis sûr que 2 heures de Raw, ben, ce serait plus facile à tolérer, mettons. Mais bon, c'est pas ça la réalité. Alors, on fait avec ce qu'on a. Et ben pour cet épisode de SmackDown, je vais leur donner la note de 3,25$ sur 5. Et on passe maintenant aux Awards. N'oubliez pas, si vous voulez nous donner vos Awards, vous pouvez aller le faire sur l'application Discord dans le salon de la révision des comptes. Mon superbe ce soir, je vais le donner à Cesaro et Dolph Ziggler. Et ben, ça va aussi mener à ma clap de golf. L'hélicoptère, les 16 tours d'hélicoptère de Dolph Ziggler. C'est très cocasse parce que Michael Cole a demandé à Daniel Bryan, qui était au commentaire, toi, Daniel, as-tu déjà subi ça, l'hélicoptère de Cesaro? Et ben, Grave et Bryan se sont exclamés, Michael, ils se sont battus la semaine passée. T'as une bonne mémoire, hein, Michael? Ben, il y a sur le Discord, justement, Dave M96 qui a mis ça dans la catégorie beaucoup bien, mais moi, je vais le mettre dans la catégorie clap de golf. Le fait qu'on a évité un match entre Adam Pearce et Paul Heyman, car, tu sais, un vieux bonhomme de 60 ans qui affronte un gars qui n'a pas lutté depuis des années, ça n'aurait pas été si intéressant que ça à regarder. Pour le niaise-moi, ben justement, Adam Pearce qui accepte de lutter, mais pas contre Roman. Ça n'a pas bien de logique, cette histoire-là. Hein? Pour la carte de mode, le Jean Héroldi, moi, je vais le donner à Ruby Riott, qui portait le style pantalon une jambe, l'autre jambe en short. Alors, c'est assez audacieux. Il y a Dave qui dit Bianca Belair, son look athlétique pour la compétition de course à obstacles. Alors, bravo à Bianca. Pour la contravention de style, je la donne à King Corbin, qui avait lui aussi un pantalon spécial, mais moitié or, moitié noir. Ça lui donnait plutôt l'air du fou du roi que d'autres choses. Alors, King Corbin, pas réussi ce look. La pause piste maintenant, ben, la course à obstacles entre Bianca Belair et Bayley. Pas très réussi. Pour le beaucoup bien de la soirée, je l'ai donné à Cesaro. La grosse nouille, Dave nous dit Gulak et Ricochet qui doivent se déclarer. Hein? Pauvres autres. On va en parler souvent du fait que ces deux pauvres hommes qui doivent se déclarer alors que tous les autres, comme le Riot Squad, même Sami Zayn qui proteste, mais qui n'a qu'à se déclarer. Alors, c'est dommage. Moi, j'ai donné ma grosse nouille à Apollo, qui, ça fait 2 fois qu'il se bat pour le titre intercontinental. Et les 2 fois, les matchs sont un petit peu garochés. Des finishes un peu particuliers. Ça donne pas beaucoup de prestige à Apollo, malheureusement. J'aurais souhaité que l'histoire évolue un petit peu plus avec Roman, mais il faudra peut-être attendre. Mais pour l'instant, Apollo a l'air un petit peu d'une grosse nouille. Et ben pour la prédiction nostradanique, avec ce qui se passe avec Cesaro, j'ai l'impression qu'il y aura une confrontation entre Cesaro et Nakamura dans le Royal Rumble et que ces deux-là vont s'affronter et que c'est un des deux qui va faire passer l'autre par-dessus la 3e corde. Qui? J'ose pas me prononcer encore. Mais c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode de la révision des comptes. Merci beaucoup de votre rétroaction. Merci beaucoup d'être là en grand nombre à chaque épisode. N'hésitez pas à me donner tous vos commentaires, toutes vos suggestions. Et ben continuez. Et le Royal Rumble s'en vient. C'est la saison pour inciter vos amis, votre parenté
à peut-être raccrocher à la lutte et faire augmenter encore le vortex de C'est juste la lutte. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller changer le sac de glace. Bon week-end tout le monde.